Cette conférence de presse que Riposte Laïque a décidé d'organiser sur le thème du harcèlement judiciaire contre la parole libre tombe dans un contexte très particulier dans notre pays. Bon, d'abord, sachez qu'aujourd'hui, on est presque dans une situation où tous les matins, quand on ouvre notre boîte à lettres, on regarde dans le courrier s'il n'y a pas écrit « mettre quelque chose » et si on ne se prend pas une lettre recommandée. Je plaisante à peine, puisque Riposte Laïque, et pas seulement nous, mais sommes dans la situation particulière où nous avons aujourd'hui 5 contributeurs de notre site qui sont sous le feu de pression judiciaire, d'interrogatoire au commissariat de police, de ce que nous appelons, nous, un véritable harcèlement judiciaire. Nous ne jouons pas du tout un numéro de pleureuse, nous ne pensons pas être les seuls qui sommes victimes de ces intimidations, puisqu'on sait par exemple que celui qui est considéré comme le responsable du site F de Souche, lui aussi est régulièrement convoqué à la préfecture de police et subit un harcèlement judiciaire. Nous savons que nous ne sommes pas les premiers, nous savons que dès qu'on commence à attaquer la réalité de l'islamisation de nos pays, et dès qu'on commence à dire que l'islam n'est peut-être pas une religion d'amour, de tolérance et de paix, comme on essaye de nous le annoncer depuis des décennies, on se rend compte qu'immédiatement l'amalgame critique de l'islam égale racisme est brandi par des associations qui se disent antiracistes. On sait notamment que Charlie Hebdo, qui a subi, pour avoir diffusé les caricatures de Mahomet, Charlie Hebdo a subi un procès en sorcellerie de la part de l'UOIF et du prétendu musulman modéré Dalil Boubaker. On n'a pas oublié ce qui est arrivé à Brigitte Bardot, simplement pour avoir évoqué la cruauté de l'abattage rituel et la souffrance animale. On n'a pas oublié dans un autre registre ce qui est arrivé au journaliste Éric Zemmour. On n'a pas oublié ce qui est arrivé à Fanny Truchelu, cette femme qui, dans un gîte de montagne, a simplement demandé à 2 personnes de retirer leur gîte, leur voile, et qui s'est retrouvée, suite à un procès absolument infâme, totalement ruiné. Donc, on est particulièrement inquiet aujourd'hui devant ce qu'on considère comme un mauvais souffle qui souffle sur la France. On sent qu'il y a des choses malsaines, on sent que la liberté d'expression nous paraît de plus en plus menacée, on sent un harcèlement judiciaire qui nous paraît dangereux par rapport au pays des droits de l'homme et par rapport au pays qui se réclame des principes de Voltaire. Et c'est parce que nous sentons justement ce climat particulièrement malsain que nous avons tenu à tenir cette conférence de presse et à informer et les médias et les journalistes, dont on peut penser quand même que la liberté d'expression doit faire partie quand même des enjeux de la profession. Et puis nous avons tenu également à parler de l'attitude de la magistrature dans une période où Christiane Taubira est garde des Sceaux, avec une conception parfois de la justice qui peut dérouter des républicains sincèrement pensant que la justice est rendue au nom du peuple français. Je voudrais faire part de mon expérience, en tous les cas du point de vue de l'homme de loi que je suis, un constat accablant qui consiste à considérer que la liberté d'expression dans notre pays est devenue un vaste champ de ruines. Depuis plus de 20 ans, les procès se multiplient à l'égard notamment d'associations ou de médias qui essayent tout simplement de dire la vérité, ou en tous les cas de transgresser un certain nombre d'interdits que le politiquement correct ne cesse de multiplier. Et le système mis en place, ce système qui n'a pas de tête en réalité, qui est le complexe médiatico-politique, a réussi en quelque sorte, au travers de cette chape de plomb idéologique, à se donner les moyens judiciaires, d'une répression douce, d'une tyrannie douce, qui œuvre de manière souterraine et qui compromet singulièrement la liberté d'expression, qui est quand même l'une des libertés fondamentales les plus importantes de notre pays, qui est inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme. Alors, je crois que on n'a pas à rechercher de responsable particulier. Je disais tout à l'heure que ce complexe médiatico-politique n'a pas de tête. En fait, il est le fruit de la réunion de plusieurs intérêts convergents, d'intérêts politiques convergents qui tous militent dans une même direction, à savoir neutraliser un certain nombre de sujets tabous, un certain nombre de sujets qu'il ne faut surtout pas aborder dans le débat public, des sujets qui seraient autorisés
de parler, de discuter, sur lesquels des dialogues pourraient s'engager, et d'autres thèmes dont on imposerait une prohibition forte. Alors, ce sont des forces politiques qui nous gouvernent depuis un certain nombre d'années, qui ont des intérêts mutuels, des intérêts convergents à maintenir cette forme de statu quo que je vous évoque depuis tout à l'heure. C'est aussi un certain nombre d'associations dites antiracistes qui, d'une certaine manière, profitent de ce système. Car ce système, ce complexe médiatico-politique, si on veut essayer de déterminer les moyens d'action, les voies et moyens qui sont les siens pour instaurer son emprise totalitaire, je qualifie cette emprise de parfaitement totalitaire, eh bien repose sur deux moyens. D'abord, une arme et puis un bras armé. L'arme, c'est le code pénal. Le bras armé, ce sont les associations antiracistes. Alors ces associations obtiennent parfois, pas toujours, mais parfois des condamnations lourdes à l'égard de personnes physiques ou à l'égard d'associations comme Riposte Laïque, Résistance Républicaine, qui tiennent à dire un certain nombre de vérités, qui tiennent à dire ou à lever un certain nombre de tabous, d'interdits médiatiques, et qui obtiennent des condamnations financières lourdes. Je crois qu'il faudrait une double réforme. Première réforme, et j'en ai quasiment terminé, remettre à plat, voire même supprimer les dispositions de l'article 24.8, et à défaut de la supprimer, cette disposition peut-être en redéfinir le contenu, et faire en sorte que cette disposition soit beaucoup plus précise et ne laisse pas prise à cette forme d'insécurité juridique que je vous ai indiqué tout à l'heure, que j'ai dénoncé tout à l'heure, je crois, avec force. Et puis deuxième disposition, deuxième avancée législative que je recommande à nos parlementaires de bien vouloir s'emparer, c'est de réexaminer le statut des associations dites antiracistes. Je crois qu'il est tout à fait anormal que ces associations puissent aussi facilement se constituer partie civile. Et moi je plaide pour que cette possibilité, cette capacité juridique et judiciaire de ces associations de se constituer soit supprimée, purement et simplement. Et que, d'une certaine manière, seules les personnes physiques qui sont directement en cause par tel ou tel fait répréhensible qui pourrait par ailleurs se produire, eh bien que seules ces personnes-là puissent se constituer partie civile et non plus les associations dont je viens de dénoncer l'action. Par rapport à ce que dit Karim, quelque part, ce qu'il demande, c'est exactement, par exemple, la législation suisse. Et ce qu'était la législation en France avant les années 70. C'est-à-dire qu'on ne peut déposer plainte contre un particulier qu'à partir du moment où on a subi un préjudice particulier de la part de cette personne contre laquelle vous déposez plainte. C'est la réalité. Par exemple, en Suisse, les associations antiracistes existent, elles ne peuvent pas déposer plainte contre un particulier pour ses propos. Elles peuvent déposer plainte si un particulier tient des propos injurieux à leur encontre. Et je crois que ça changerait réellement toute la vision de la législation en France. Je vais donner maintenant la parole donc à Christine Tazin, contributrice de Riposte Laïque et présidente de Résistance Républicaine. Alors, à Résistance Républicaine, nous sommes des légalistes. C'est-à-dire que autour de notre lutte contre l'islamisation de la France, qui est vraiment l'objet principal de nos statuts, il y a la défense de nos lois, la défense de la République, la défense du bien commun. Et malgré ce côté légaliste, nous appelons à venir manifester le 22 juin contre l'islamisation, l'immigration, l'insécurité, le chômage, mais parce que nous demandons la dissolution de l'Assemblée nationale. Et je relis ceci avec la conférence de presse d'aujourd'hui. Nous demandons la dissolution de l'Assemblée nationale pour qu'une autre majorité puisse changer, revoter, modifier ces lois complètement iniques. Là, les légalistes que nous sommes demandons une modification. Alors pourquoi? Tout simplement, nous sommes des légalistes, mais quand les lois sont mauvaises, quand les lois ne respectent plus l'intérêt commun, le res publica, l'intérêt public est en danger. Et c'est actuellement ce qui est en train de se passer en France. Premier exemple, nous sommes en train de faire une société à deux vitesses, une société inique, où vous avez d'un côté des gens qui, parce qu'ils critiquent l'islam uniquement, quand ils sont islamophobes, ce qui est tout à fait naturel, parce qu'ils critiquent un dogme, se trouvent plus lourdement condamnés que des gens qui appellent à la violence et au meurtre.
Et là, il y a quelque chose qui dysfonctionne dans notre société. On est bien dans une société où plus rien, on n'a plus de valeurs, on n'a plus de repères, et où c'est même pas que tout se vaut, c'est que la violence, la menace de mort est considérée comme nulle et insignifiante par rapport à une pseudo-incitation à la haine. Le deuxième élément, c'est que finalement, les musulmans se retrouvent protégés par leur statut parce qu'ils ont une religion, ils sont protégés et on ne peut plus rien dire, on ne peut plus dire la réalité. Un délinquant, c'est un délinquant, quand il est musulman, c'est du racisme de le dire. Et là, ça n'est plus possible. On est encore une fois en train de tout dévoyer. Ce qui est en train de se passer de façon très claire en France, c'est que nos juges sont en train d'installer la charia. C'est-à-dire qu'on ne touche pas, non seulement à l'islam, mais on ne touche pas aux musulmans. Nous pouvons nous arranger entre nous, nous pouvons faire notre vie, il n'y a pas de problème. Mais on est en train de façon sournoise, sans le dire, d'instaurer la loi islamique à la place de notre loi. Et donc c'est pour ça que nous appelons tout le monde à venir manifester le 22 juin. Je ne suis pas sûr que je qualifierais, je suis sûr que je ne qualifierais pas la situation ou le régime d'être totalitaire. Je crois que c'est se tromper, La preuve, totalitaire, non, le problème il ne se pose pas comme ça. Regardez ici, on peut dire ici tranquillement absolument tout ce qu'on veut. Le problème, c'est qu'il n'y aura pas de grands médias, de médias traditionnels, de médias importants pour rendre compte de ce qu'on dit. Ma deuxième remarque, c'est que j'ai beaucoup de mal tout le temps à expliquer à mes confrères journalistes que être à cette table, c'est la moindre des choses que je puisse faire et qu'ils devraient faire. Je ne suis pas toujours d'accord avec ce que dit Pierre, pas plus avec Christine, mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il n'est pas là. Il est, est-ce que parce qu'on est en désaccord, on va se taire sur un certain nombre de choses qui leur sont faites, qui ne relèvent pas, comme je le lis ici ou là, du stalinisme ou je ne sais pas quoi, il ne faut pas exagérer. On n'en est pas là, c'est pas ça. Mais non, on n'en est pas là, c'est pas pareil. Allez voir un goulag, on en parlera ici, personne au goulag. Personne. On est dans un autre problème. On est sur l'instrumentalisation d'un certain nombre à la fois de lois et d'avancées, ce que moi j'ai perçu comme des avancées contre la liberté d'expression. Le problème il est que quand et c'est ce qui vous arrive, quand la multiplication des procédures ont des conséquences que je connais, moi que j'ai dénoncé des années dans tout un tas de pays. On connaît des victimes qui n'ont ni la force, ni les moyens, ni qui ont envie de prendre le risque de porter plainte. Et donc, il m'a semblé, moi je me suis battu pour ça, donc je vous le dis, il m'a semblé que pouvoir se substituer à ces victimes, c'était une avancée par rapport à ces victimes. Le problème, c'est que j'ai constaté que petit à petit, de cette idée qui ne me semblait pas en soi complètement absurde, on est arrivé aujourd'hui à un cas où les associations se servent de ce droit que j'ai pensé légitime à un moment donné pour de fait faire taire un certain nombre de gens. Et là je le dis, je viens de médias classiques où ce n'est même plus besoin qu'on fasse effectivement un procès à un journaliste, mais où les rédactions sont tétanisées à l'idée qu'une association pourrait, on a travaillé dans les mêmes maisons, pourrait porter plainte. Et les éditeurs. Oui, non mais moi je connaissais, mais même dans le service public où j'étais, c'est l'idée qu'on puisse s'en prendre à vous suffit à vous faire taire. Il n'y a même plus besoin, vous avez compris que cette menace se transforme dans une procédure. Il suffit qu'on dise dans une rédaction, ah mais un tel ou un tel, c'est toujours les mêmes, va te faire un procès pour que la rédaction, la direction de la rédaction vienne te voir, qu'est-ce que tu as pu dire, qu'est-ce qui se passe, et tout. La menace plus l'absence de courage, ça donne trop souvent, ce qu'on voit, c'est-à-dire une espèce de langue de bois qui fait que tout un tas de sujets sont abordés, mais toujours dans le même sens. Je suis étonné, je le redis, de l'absence des syndicats de journalistes, parce que ça veut dire que dans la profession, il y a l'idée qu'au fond, on défend la liberté d'expression que quand elle est
que quand elle est le fait d'un camp. Tout le monde est pour la liberté de la presse, ses copains. Il faut défendre la liberté de la presse, des gens qui pensent à l'opposé de nous.